Bien, bonjour à tous. On va partir dans un sujet un peu plus intellectuel, on va dire. Non, mais c'est pas une blague, parce que c'est pas facile à vous enseigner, c'est un truc qui va balayer toute la forme de l'IFRAS, et donc c'est plutôt ça que je voulais dire, c'est que c'est un truc, enfin un sujet assez complexe, quoi. Donc il va falloir être attentif ou dormir tout de suite, mais bon. Donc ça n'avait rien à se rater, ça. Bon, alors, commençons par la définition, donc l'œdème pulmonaire immersion, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, voyons chaque terme séparément. L'œdème, c'est quoi l'œdème? Ben, c'est tout simplement l'accumulation de liquide, l'accumulation anormale de liquide dans les tissus. Donc, si on a un œdème, ça gonfle. Vous avez déjà eu un coup quelque part et ça se tuméfie, ça gonfle, c'est de l'œdème. Voilà. Ici, on parle du poumon, donc c'est l'œdème pulmonaire. Et j'attache beaucoup d'importance à immersion, donc c'est un œdème pulmonaire d'immersion, ou OPI, parce que, en fait, vous verrez, il existe un autre type d'œdème qu'on décrit en médecine, c'est l'OAP ou l'OPA, qui est l'œdème pulmonaire aigu. Eh bien, ici, c'est pas un œdème pulmonaire aigu, enfin oui, c'est un œdème pulmonaire aigu, mais encore plus compliqué. Donc, ce n'est pas seulement un œdème pulmonaire aigu. Ok. Alors, en fait, l'œdème pulmonaire, l'OPI, se définit par l'accumulation de liquide dans les alvéoles parce que la barrière alvéolo-capillaire est altérée. Et donc ça, c'est une notion très importante, c'est qu'il y a une notion d'œdème lésionnel. Dans l'œdème pulmonaire aigu, il n'y a pas de lésion. Il y a simplement, parce que le cardiaque, chez le cardiaque ça se passe, son cœur, sa pompe des failles à un moment donné, et puis le liquide stagne et passe dans les poumons, et puis quand on le traite correctement, le liquide s'en va, il n'y a pas de lésion. Donc ça peut survenir un jour, quasiment presque le lendemain, il peut rentrer chez lui, sauf qu'évidemment le cardiaque a probablement d'autres problèmes. Mais voilà. Donc ici, retenez bien que c'est un œdème qui a une lésion, qui s'accompagne d'une lésion anatomique au niveau des poumons. Alors l'autre élément très important de bien comprendre, c'est que c'est un accident, c'est quelque chose qui survient nécessairement par l'intervention de différents facteurs. Donc c'est multifactoriel, il n'y a pas une cause, et il faut obligatoirement plusieurs facteurs, et au plus évidemment on aura des facteurs qui interviennent, au plus on aura un risque de faire un œdème pulmonaire d'immersion. Ces facteurs sont d'une part, grosso modo, parce que c'est très complexe et on ne verra pas tout en profondeur, mais si on prend le principal, c'est vraiment d'une part un versant circulatoire, donc hémodynamique circulatoire, et d'autre part un versant respiratoire. Ça va? Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quelques chiffres, juste pour voir de quoi on parle. Déjà, on peut s'analyser soi-même et autour de nous, on voit bien que l'âge du plongeur le plongeur actuel est de plus en plus âgé. En France, entre 2010 et 2015, l'âge est passé de 38 ans à 41 ans. Donc, c'est passé la barre de 40. En Europe, ça ce sont des données de Dan Europe qui m'ont été transmises. L'âge moyen est de 46 à 50 ans. Là, on atteint la fourchette de 50 ans. Et la LIFRAS, qui m'ont été données par Katia, les plongeurs enrôlés en 2017, l'âge moyen est 47 ans. Donc, voilà, l'âge est un élément important. Un autre élément, en fonction de l'âge, pour ne parler que d'une chose, mais d'une chose qui est assez fréquente, c'est l'hypertension artérielle. Eh bien, vous voyez qu'avec l'âge, l'hypertension artérielle, chez tout le monde, le risque augmente. Pour arriver, à partir de 70 ans, une personne sur deux est hypertendue. Okay. Vous voyez aussi que c'est équivalent chez la femme, mais qu'après la ménopause, les femmes sont plus souvent touchées par l'hypertension. Donc, nous plongeons en général avec un âge de 40-50 ans, en tout cas je parle de la moyenne générale, et on se rapproche des problèmes, et en tous les cas certainement d'un risque par exemple de faire de l'hypertension. Par rapport au risque de faire un accident, ça ce sont aussi des données qui ont
une diapo qui m'a été donnée par Dan, c'est que le risque de faire un accident, de tout accident confondu, augmente avec l'âge et culmine dans la fourchette d'âge de 50 à 60 ans. Après, peut-être qu'on est plus raisonnable, peut-être qu'on plonge moins. Enfin, en tout cas, c'est là que le risque se situe et qu'il est le plus élevé. Bon. Revenons à notre sujet. L'OPI, en fait, eh bien, il a été décrit pour la première fois il n'y a pas tellement longtemps, donc en 1981, par Will Hurst, chez les plongeurs scaphandres et scaphandres en eau froide. Okay. Alors, l'incidence, en fait, c'est très difficile de quantifier cette pathologie parce que c'est une pathologie qui est mal connue des plongeurs, qui est mal connue des soignants, et donc on passe souvent à côté et c'est très compliqué de définir une incidence précise. Il y a une étude qui a été réalisée en Suisse, par exemple, sur 1250 plongeurs, et là, la prévalence était de 1,1. Donc 1,1%, c'est quand même pas mal. Et par ailleurs, il faut savoir que l'OPI, c'est la première cause de problèmes respiratoires chez le plongeur scaphandre autonome, d'accident respiratoire chez le plongeur scaphandre autonome. En ce qui concerne l'âge des plongeurs, on y revient, je vous l'avais dit, on a de plus en plus de plongeurs de l'ordre de 45 ans, mais justement, l'OPI touche principalement des sujets âgés de plus de 45 ans, et surtout si en plus ils sont hypertendus. Mais cet accident peut aussi survenir chez une personne tout à fait saine, en très bonne santé, n'ayant aucun facteur favorisant. Donc là, on verra plus tard que ce sont plutôt des facteurs génétiques alors qui sont associés. Quoi qu'il en soit, les OPI surviennent surtout en plongée scaphandre, dans les 60% des cas, mais 30% des cas surviennent aussi lors du lorsqu'un nageur nage en surface, et on a 10% de cas en plongée apnée. Alors vous allez me dire, nage en surface, pourquoi immersion? Eh bien parce que, je reviens à la définition, c'est que chez ces nageurs qui font cet accident, ils ont un accident lésionnel, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs respiratoires, même si on supprime le facteur d'immersion, il y a quand même le facteur respiratoire qui va intervenir et qui va abîmer les alvéoles. Ça, on va le voir en détail par après. Alors, je sais que vous êtes tous des moniteurs intersidéraux avec plein d'étoiles, etc., mais je suis obligé de faire un tout petit rappel anatomique pour qu'on comprenne bien, on se comprenne et que vous compreniez bien les termes que je vais utiliser par après. Alors, premier rappel, ça tout le monde connaît, le cœur, on sait l'appareil circulatoire, c'est une grande circulation, une petite circulation, un cœur. Ok. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut bien retenir à l'esprit, c'est que ces deux circuits, le petit circuit, le grand circuit, ces deux circuits sont en continuité. Et que s'il se passe quelque chose sur un des deux circuits, il y a une répercussion sur l'autre. D'office, par exemple, je prends un exemple, vous déplacez une partie du sang. On a 5 à 7 litres qui circulent dans le corps. Si vous le déplacez et que vous le mettez dans la petite circulation, qu'est-ce qui va se passer? Il va manquer du sang dans la grande circulation. Et donc, pour que ce circuit ne soit pas, que la pompe ne soit pas désamorcée, il va y avoir des mécanismes des répercussions, si vous voulez, sur des mécanismes adaptatoires qui vont faire que la pression va être maintenue. Donc la tension, le circuit va continuer à tourner parce que, par exemple, la taille des vaisseaux va se rétrécir et donc ainsi on va compenser le fait qu'on a déplacé une partie du sang ailleurs. Donc il y a vraiment des mécanismes adaptatifs qui se font dès qu'on touche au niveau d'une circulation, bien l'autre circulation va réagir, ça c'est sûr. Une autre notion qui est importante à bien comprendre, c'est la notion de précharge et de post-charge cardiaque. La précharge, c'est quoi? C'est en fait tout le sang qui va rentrer dans les ventricules avant la contraction, soit le ventricule droit ou gauche, tout le sang qui va rentrer avant, ça c'est la précharge. En fait, vous considérez le cœur comme une pompe, et cette pompe doit travailler. Il y a deux manières de la faire travailler fort. La première manière, c'est de lui donner beaucoup de travail à faire, c'est-à-dire lui donner beaucoup de sang à renvoyer ailleurs. Ça, c'est la précharge. Okay? La post-charge, c'est ce qui se passe après le cœur. Une autre manière de faire travailler le cœur fort, c'est de lui donner, disons, de la résistance à envoyer le sang
à distance. Donc si on veut, si la tension est élevée par exemple, le sang qui est dans le cœur va avoir plus difficile à partir vers les vaisseaux, vers les artères, parce qu'il règne déjà une pression importante. Donc si ça bouchonne en aval, eh bien ça va être dur pour le cœur de fonctionner. S'il y a beaucoup de travail qui arrive à faire en amont, ça va aussi être dur pour le cœur de fonctionner. Donc il y a pré-charge, post-charge. C'est clair ça ou bien? Oui, ça va. Alors, une autre chose qu'il faut revoir, c'est l'appareil respiratoire, mais ne vous inquiétez pas, juste une petite partie. En fait, vous savez que l'appareil respiratoire, c'est des tuyaux qui deviennent de plus en plus fins, puis qui accouchent dans des alvéoles. C'est des alvéoles qui nous permettent d'étendre la surface d'échange, et surtout, c'est l'endroit où se fait les échanges gazeux. Et bon, comme c'est une structure terminale, c'est une structure qui est très très fine, puisque des échanges peuvent se faire, des échanges gazeux peuvent se faire, ça peut se faire que si la paroi est très très fine. La paroi d'une alvéole et la paroi d'un capillaire est de l'ordre de l'épaisseur d'une couche cellulaire, donc très fin, très fin. Qui dit très fin, c'est des corollaires fragiles. Vous voyez que, en fait, la résistance est de 2,02 à 0,3 bars, donc c'est pas énorme. Très très fin, très très fine structure. Donc vous avez d'une part une alvéole avec la paroi très fine qui est accolée à son capillaire avec paroi très fine également, même chose, une couche cellulaire. Et c'est donc sur ces deux parois qui sont accolées sur ce qu'on appelle une membrane basale, peu importe, c'est pas important, mais donc on a une structure très fine qui l'appareil circulatoire et l'appareil respiratoire qui s'accolent au niveau d'une structure assez fragile. Thierry, alors, oui. Petite question. Je reviens sur la pré-charge du cœur du slide précédent. Oui. Est-ce que c'est mauvais dans les deux cas si elle est trop forte ou si elle est trop faible? Dans les deux cas, c'est mauvais si elle est trop forte ou elle est trop faible. Mais là, trop faible, on a l'état de choc. Trop forte, on a ce qu'on va avoir maintenant. Voilà. Donc, bon, c'est tout pour l'anatomie, la physiologie, mais enfin, l'anatomie. Pour le reste, je vais vous expliquer des mécanismes, pas d'adaptation, mais des répercussions normales. Donc, c'est de la physiologie. C'est pas de la physiopathologie, c'est encore de la physiologie. C'est qu'est-ce qui se passe quand on met quelqu'un dans l'eau. Donc, un plongeur va dans l'eau. Parce que vous avez dit, tout ce que je vous dis, on devrait tous alors avoir un modèle pulmonaire d'immersion. Bien non, on va d'abord avoir des réactions du corps ou des conséquences du fait qu'on est immergé, et puis après, avec ces conséquences, on va avoir des mécanismes adaptatifs qui vont faire que finalement, on va quand même garder un certain équilibre et on va ne pas faire un modèle pulmonaire. Mais chez la personne qui est immergée, il va se passer beaucoup de choses. La première, vous le savez, on s'immerge, qu'est-ce qui se passe? La pression ambiante augmente. Ok. La deuxième chose, vous avez, au plus on va en profondeur, la densité de l'air qui augmente. La troisième chose, c'est l'exposition au froid. Et nous sommes en plus des plongeurs qui connaissons bien ce problème, puisqu'on a souvent des températures qui sont relativement froides par rapport à nos voisins. En tout cas, nos voisins méditerranéens. Alors, on a le stress psychologique. Le stress psychologique, ça concerne tous les plongeurs, aussi bien les débutants, les plongeurs chevronnés et même aussi les moniteurs. Les moniteurs qui plongent dans des conditions qu'ils ne connaissent pas bien ou avec des élèves difficiles. Enfin, il peut aussi être stressé. Et puis il y a l'effort physique. Quand on se trouve dans l'eau, on doit se déplacer et ça constitue un effort physique déjà de base. Et bien entendu, il va être aggravé s'il y a du courant, etc. Alors, il y a l'augmentation de la pression partielle des gaz inhalés qui va intervenir. Il y a évidemment, quand on va plonger, sauf si on est un apnéiste, mais là on aura d'autres problèmes, mais le plongeur scaphandre, il va utiliser du matériel, il va utiliser du matériel pour respirer sous l'eau dans un scaphandre, et ce matériel va impliquer un travail ventilatoire supplémentaire, comme on va le voir, du haut détendeur, qui devient plus dur en profondeur, sauf s'il est bien compensé, mais s'il suffit que ce soit un tout petit peu mal réglé, voilà, il va être plus dur à respirer en profondeur, et l'air froid, il y a plein d'éléments liés au matériel. Le deuxième élément, et qui n'est pas des moindres, c'est la combinaison qui d'une part réduit la compliance thoracique, donc l'élasticité du thorax, et d'autre part va pousser sur les vaisseaux périphériques ou les vaisseaux qui sont en surface, et donc redistribuer la masse sanguine.
Ça va? Donc ça, c'est des... Bon, je résume, il y a sans doute encore d'autres choses, mais ce sont les principales choses qui vont faire que, quand on va plonger, chez tout le monde, et tout à fait naturellement, on va avoir plein de modifications qui vont apparaître. Alors, ces effets, ces modifications sont, et de nouveau, celles sont les principales, c'est une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Alors, sur la redistribution vasculaire centrale, petite explication. Donc vous avez la pression qui s'exerce sur tout le corps. Sur tout le corps, ça veut dire que vous savez que la partie haute du corps, le thorax, elle est dure, donc elle est protégée. On a des côtes, on a le sternum et la colonne vertébrale, et donc on a vraiment une protection. Donc la pression qui s'exerce sur le thorax n'est pas la même que celle qui... Enfin, si elle est la même, mais elle ne provoque pas la même conséquence au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, cette pression va avoir pour effet de chasser une bonne partie de la masse sanguine veineuse vers le thorax. D'accord? C'est ce qu'on appelle la redistribution vasculaire centrale. Et ça n'est pas négligeable parce que c'est en moyenne 700 ml, ça peut monter jusqu'à 1300 ml sur une moyenne de 5 litres de sang. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un espace protégé, ok, le thorax, mais vous avez 700 ml qui va être envoyé dans le thorax, donc moins de place pour les poumons. Vous avez encore un autre effet de la pression ambiante sur l'abdomen, c'est que le diaphragme, je vous rappelle, c'est une coupole, elle s'apaise en inspiration, elle s'élève à l'expiration. Mais s'il y a une pression permanente qui devient de plus importante au niveau de l'abdomen, cette coupole va moins s'abaisser. Et donc d'une part, vous réduisez le volume pour mettre les poumons, en plus vous y mettez 700 ml de sang en moyenne en plus, donc ces poumons vont se trouver à l'étroit. Ils auront beaucoup moins de place pour fonctionner. Si en plus de ça, vous diminuez l'élasticité du thorax par la combinaison, eh bien, vous avez là déjà pas mal de facteurs. Vous pouvez déjà comprendre qu'il va se passer des choses sur le plan mécanique au niveau des alvéoles et au niveau des poumons. Okay? Alors, oui, aussi une chose, c'est le stress. Hein. Bon, ça c'est la tension cardiaque, c'est le stress. Bon, alors, voyons maintenant les phénomènes pathologiques. Enfin, on entre dans la partie lésionnelle et l'explication des lésions. La première chose très importante à comprendre, mais ça va passer très vite chez vous parce que vous mettez déjà ça en application, cette dia vous montre que lorsqu'on est en position horizontale, vous avez une pression qui s'exerce au niveau des détendeurs et la pression qui s'exerce au niveau du centre thoracique, eh bien, elle est à même niveau et donc il n'y a pas de gradient de pression. Okay, quand on est en position horizontale. Quand on est en position verticale, vous expliquez tous à vos plongeurs que quand ils descendent en plongée profonde pour la première fois, c'est mieux d'être pieds lourds parce qu'on est moins essoufflé et donc on est moins narcosé. Pourquoi? Parce que en position pied lourd avec la tête au-dessus des poumons, vous avez un gradient de pression qui fait que la pression est moins élevée au niveau du détendeur et plus élevée au niveau des poumons. Et donc, qu'est-ce qui est facilité? C'est l'expiration. Ce que vous expliquez tout, ça j'espère, à vos plongeurs. Donc, l'expiration est facilitée et donc, quand on expire bien, on s'essouffle moins. Ok? Le problème, c'est que le corollaire, c'est que l'inspiration est plus dure et ça va nous poser un problème quand on va remonter. Parce que, évidemment, j'ai encore jamais vu de plongeur remonter la tête en bas. Enfin, ça serait peut-être intéressant pour éviter de l'immersion, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit très pratique. Et donc, on remonte tous en général au moins un petit peu penché, la tête vers le haut. Et donc, le résultat, c'est qu'on remonte en se compliquant la vie, en ayant plus difficile à inspirer. Donc, on fait des efforts inspiratoires lorsqu'on remonte. En plus de ça, il n'y a pas que ces efforts-là. Il y a le fait qu'on l'a vu, la densité de l'air est plus importante, le détendeur peut être un peu plus dur éventuellement, et s'il y a du stress, on va respirer plus rapidement ou de façon saccadée, en donnant des coups de piston dans notre respiration. Et donc tous ces éléments pris séparément s'accumulent et constituent, créent, si vous voulez, des forces de cisaillement au niveau des alvéoles. Donc tous ces éléments sont des facteurs mécaniques qui se répercutent immédiatement sur la paroi alvéolaire qui, en plus, est soumise à un espace réduit et une élasticité de la cage thoracique réduite. D'accord?
Donc, vous avez une dia que j'ai faite, elle est très compliquée, mais elle reprend tous les mécanismes. En fait, on a d'abord cette première partie-là qu'on vient de voir. C'est une dia qui est en anglais, parce que j'avais faite pour la Société belge de médecine verbale. Donc, en fait, vous avez l'OPI ici, qui donc est favorisé et donc bien un œdème lésionnel parce qu'il y a des forces de cisaillement au niveau des alvéoles qui est lié à l'effort inspiratoire qui lui-même est lié donc d'une part à l'exercice, au stress, à la différence de pression hydrostatique, à la résistance du régulateur et aux diminutions de volume intratoracique. Ok? Donc ça c'est la première partie. Est-ce que c'est clair? Oui? Juste une question. Quand on plonge en étanche, ouais. Le volume de compression au niveau des jambes, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence complémentaire? Bon, au niveau de l'étanche, c'est différent. Moi, quand je parle de combinaison, c'est combinaison bien sûr néoprène, qui et d'ailleurs dans les mesures où il faut après prendre en charge, etc., retirer la combinaison et ça, tout ça s'applique avec la néoprène. Je m'exprime mal. Ouais. On est en position pied lourd. Ah, Vous avez dit qu'il y avait une compression au niveau de la cage thoracique et au niveau du ventre. Mais on a une compression au niveau des jambes quand on descend en pied lourd qui est très marquée quand on est dans l'étang. Est-ce que ça remonte un flux sanguin également dans la cage thoracique? S'il y a une compression, effectivement, oui, quelle qu'elle soit, si c'est comprimé. Pardon? Vous n'avez pas l'idée du volume? Non, mais de toute façon, la partie redistribution vasculaire périphérique, elle se rajoute à l'autre, mais elle est négligeable. S'il n'y avait que ça, on n'aurait pas s'en occuper. D'accord? C'est surtout ce qui se passe au niveau de l'abdomen qui est important. Alors évidemment, il y a un cas en plus qu'il faut considérer, c'est le cas des apnéistes, puisque eux, en plus de ça, vont avoir le phénomène de lung squeeze, c'est-à-dire que quand la pression ambiante augmente, vous allez avoir le volume des poumons qui va diminuer, et puis à un moment donné atteindre le volume résiduel. Pour rappel, le volume résiduel, c'est vous soufflez, il n'y a plus d'air qui sort, c'est ce qui reste à l'intérieur des poumons, c'est le volume d'air qui reste une fois que vous avez expiré au maximum. Eh bien, chez l'apnéiste avec l'autre fermé, donc forcément il plonge, ce volume va devenir encore inférieur au volume résiduel. La conséquence, c'est qu'il va y avoir un gradient au niveau de l'alvéole, il va y avoir une pression négative au niveau de... Donc la pression pulmonaire sera inférieure à la pression ambiante, donc il y a une pression négative au niveau de l'alvéole, et un effet de succion au niveau de l'alvéole. Et donc, il va y avoir une espèce d'attraction, l'alvéole va dire à tous les vaisseaux autour, venez, déversez-vous dans l'alvéole, c'est vraiment facilité. En plus de ça, chez l'apnéiste, lui, il va arriver à la fin de son apnée, il va faire des mouvements diaphragmatiques involontaires. Et donc ça va provoquer aussi des coups de piston et augmenter ainsi les coups de succion qu'il y a au niveau de l'alvéole. Et la l'apnéiste, il y a en plus, chez l'apnéiste, il est en hypoxie, et l'hypoxie va induire une vasoconstriction pulmonaire, c'est-à-dire la diminution du diamètre des vaisseaux au niveau des poumons même. Et donc, si dans les capillaires pulmonaires il y a moins de place, la pression est augmentée, la taille des vaisseaux diminue, le sang a envie de sortir aussi. D'accord? Donc ça, c'est le cas particulier. Alors maintenant, ça c'est une dia qui circule beaucoup sur le net, que je trouve pas mal faite, qui résume principalement les éléments hémodynamiques. Et donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé de précharge et de post-charge. Eh bien, chez le plongeur immergé, il y a une précharge qui est augmentée, avec, on l'a vu, la redistribution vasculaire centrale, avec, suite au froid, des phénomènes de constriction. Et aussi, bien sûr, on conseille à nos plongeurs de s'hyperhydrater, c'est très très bien, c'est pas du tout anormal, mais néanmoins, ça a une conséquence, ça augmente la précharge, donc ça augmente le travail cardiaque, tout le sang qui arrive avant les ventricules, soit il est important en quantité, soit il arrive sur pression plus importante parce qu'il y a des constrictions, et donc cette précharge est augmentée. Au niveau de la sortie du cœur, la post-charge elle est augmentée puisque la tension est augmentée. Il y a du froid, il y a de l'exercice, il y a du stress, le rythme cardiaque est augmenté. Donc ça c'est une chose. Et puis il y a un autre élément, c'est ce qu'on appelle la dysfonction systolico-diastolique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un mauvais fonctionnement du muscle cardiaque. Le muscle cardiaque, s'il ne fonctionne pas bien, alors évidemment,
ça peut être un malade du cœur. En général, le malade du cœur ne devrait pas plonger, sauf si quand même, il a par exemple fait un tout petit infarctus, c'est cicatrisé, donc sa fonction est un tout petit peu diminuée, mais elle est encore satisfaisante, donc il pourrait encore plonger, mais sa fonction est diminuée. C'est pas tellement ça qui nous préoccupe. Ce qu'il y a, c'est que, rappelez-vous, à partir de 45 ans, 50 ans, il y a beaucoup de personnes qui sont traitées pour l'hypertension. Et ces personnes-là, si malheureusement on leur a donné ce qu'on appelle les bêta-bloquants, les bêta-bloquants, ce sont des médicaments qui diminuent la tension, mais qui aussi freinent le rythme cardiaque et surtout diminue la force de contraction du cœur. Or, je vous ai dit, quand on s'immerge, il y a plein de changements. Ok, mais on n'a pas d'accident parce qu'on a des adaptations. Et qu'est-ce que c'est la principale adaptation, justement ici? Pour faire face à cette augmentation de post-charge et de pré-charge, il faut que la force de contraction, c'est plus le cœur, remettez-vous en tête le cœur, il faut que la pompe fonctionne plus fort et plus vite. Si vous prenez un médicament qui empêche cette adaptation, vous favorisez évidemment l'œdème pulmonaire d'immersion. Vous avez au niveau local, au niveau pulmonaire même également, ces fameux phénomènes de constriction dû au froid, au stress et l'exercice, peut-être des phénomènes génétiques. Tout ça donc entraîne en fait une tendance au sang de sortir des capillaires et d'aller dans l'alvéole. Et à ça se rajoute bien sûr la pression, l'effet de succion, dont je vous avais parlé dans le lung squeeze, les effets de gradient de pression hydrostatique et les efforts inspiratoires, qui eux vont plutôt provoquer des efforts de cisaillement. Donc vous comprenez que d'une manière très complexe, on a beaucoup d'éléments qui favorisent l'apparition de liquide dans l'alvéole et qui peuvent abîmer donc, cette paroi alvéolo-capillaire. Alors, je reviens à ma dia précédente, simplement parce qu'on a rajouté le phénomène hémodynamique. Ici, il y a une petite chose qui se rajoute aussi, c'est la perméabilité vasculaire. La perméabilité vasculaire, c'est quoi? C'est les capillaires, même si la paroi n'est pas abîmée, dans tous les capillaires, partout dans le corps, on a tendance à avoir un peu de fluide, un peu de transpiration. Qu'est-ce que c'est que cette transpiration? C'est la création de la formation de la lymphe. Et la lymphe, elle est récupérée par le système lymphatique et réinjectée dans les veines. Donc, mais si il y a un problème au niveau du réseau lymphatique, encore une fois, on risque d'avoir un œdème pulmonaire d'immersion. Et en plus de ça, si on veut, on peut avoir, suite à des phénomènes inflammatoires, justement une augmentation de cette perméabilité, de cette fuite au niveau de la paroi, de cette perméabilité vasculaire. Et des phénomènes inflammatoires, il y en a parce que il y a un phénomène d'hyperoxie, donc une augmentation de la pression partielle des gaz inspirés. L'hyperoxie, ça revient à faire circuler des radicaux libres. Comme on dit, les radicaux libres, ce sont des éléments moléculaires qui ont pour propriété d'entraîner des réactions inflammatoires. Donc, les réactions inflammatoires, que ce soit par l'hyperoxie, aussi le contact avec l'air froid au niveau de la muqueuse bronchique, tous ces phénomènes inflammatoires vont encore une fois être un élément supplémentaire qui va expliquer l'œdème pulmonaire d'immersion. Donc, vous voyez, c'est très complexe, c'est multifactoriel. Et en plus de donc là maintenant on a vu un petit peu globalement le mode d'apparition du phénomène. On va reprendre de façon séparer les principaux facteurs pour un petit peu se situer et pour un petit peu voir si justement comme cette pathologie elle survient quand on accumule les facteurs. Vous verrez, il y a des facteurs qu'on a, on ne sait pas faire autrement, mais par contre il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. La susceptibilité individuelle, bien c'est le fait qu'on a, chez certaines personnes, des mutations génétiques qui font qu'on a une plus grande susceptibilité de faire soit un mal de montagne, soit un OPI. En fait, il y a une forte similitude entre le mal de montagne et l'OPI. On a d'ailleurs observé que chez les gens qui avaient des antécédents soit de mal de montagne, soit d'OPI, ces gens avaient un réseau lymphatique moins bien développé et donc une propension plus importante à faire un œdème pulmonaire d'immersion. Et c'est justement dans ces cas-là que
des deux populations, donc il y a deux populations à risque, des jeunes de 23 ans sans problème de santé et sans facteurs extérieurs favorisants vont pouvoir faire éventuellement en nageant un œdème pulmonaire d'injection parce qu'ils ont en fait un mauvais réseau lymphatique pulmonaire. Et alors, les autres populations, c'est évidemment nous qui pratiquons soit la plongée scaphandre, soit la plongée apnée, et en particulier, dès qu'on dépasse 45 ans, et si en plus de ça on a des facteurs de risque comme l'hypertension, et bien là, on rentre dans la catégorie de plongeurs qui risquent de développer ce type d'accident. Alors, juste une remarque pour l'âge, très rapidement, pour vous dire que quand on attrape de l'hypertension, on a souvent plus de 40 ans, plus de 50 ans, souvent on a peut-être un peu trop de poids, on a un peu d'un point de diabète, on a peut-être trop de cholestérol. En plus de ça, encore si on vieillit un peu plus, on a un problème de valve. Donc, il y a des éléments qui peuvent s'accumuler rien que par rapport à l'âge. Alors, les éléments importants à retenir aussi comme facteurs favorisants, ce sont donc l'hypertension, comme je vous l'avais vu donc sur les dias précédents, ça augmente la post-charge, ça augmente le travail cardiaque, donc s'il y a une tension très élevée, la pompe va avoir du mal à faire sortir le sang, elle va devoir travailler plus dur, et alors évidemment si elle ne travaille pas plus dur parce qu'on donne un traitement comme un bêta-bloquant et qu'on empêche justement cet effort de se réaliser, ça va bouchonner en aval, et donc du coup on va avoir cette œdème au niveau des poumons. Alors, le froid est un élément important, et donc là on dit 19 degrés, donc c'est pas très très froid pour nous, nous plongeons souvent en dessous, et donc c'est un élément très important pour nous plongeurs dans les carrières à tenir compte, c'est la vasoconstriction donc périphérique qui augmente la pré-charge et la post-charge. Et en plus de ça, si c'est froid, on a des combinaisons et des surcombinaisons, etc. Et donc, on a des compressions thoraciques qui sont plus importantes, avec une élasticité thoracique qui est beaucoup moindre, et donc, de nouveau, risque de faire l'OPI. L'effort en soi, on décharge des hormones de stress, qui est le cortisol, l'adrénaline, etc. Le résultat, c'est que le cœur va plus vite, le débit cardiaque est augmenté, la pression artérielle, y compris pulmonaire, est augmentée. Et en plus de ça, on a démontré qu'il y avait une mauvaise coordination motrice propulsive, donc entre les efforts que l'on fait pour palmer et les mouvements respiratoires par rapport à cette mauvaise coordination entre l'activité motrice propulsive et les mouvements respiratoires induisent un mauvais drainage lymphatique. Et donc, c'est donc encore une fois un facteur de risque pour l'OPI. Le stress psychologique, de nouveau, via les catécholamines et l'augmentation de la pré- et de la post-charge. Et puis, il y a donc tout ce qui est la partie matérielle, donc le détendeur, il faut veiller qu'il soit bien entretenu, qu'il ne soit pas trop dur, si on plonge profond, qu'il soit bien compensé ou hyper compensé. Il faut tenir compte de la densité de l'air qui augmente. Il faut bien sûr tenir compte du fait qu'on respire un air froid et sec qui va donc alors provoquer des réactions inflammatoires et une augmentation de la perméabilité alvéolo-capillaire. Alors, il y a un dernier point qui est une hyperoxie. L'hyperoxie, on l'a vu, provoque des phénomènes inflammatoires. Et donc là, il va falloir se poser la question du fait que si on a un certain âge et qu'on a certains facteurs de risque pour lesquels on ne sait rien faire, est-ce que je vais plonger nitrox parce que c'est plus prudent et utiliser ma bouteille de déco, ou est-ce que je vais me mettre en condition d'OPI puisque je vais utiliser du nitrox et donc beaucoup de radicaux libres circulants. Donc là, il va falloir être prudent et voilà, faire la part des choses. C'est peut-être plonger avec moins de stress, une combi plus adaptée, etc. Mais en tout cas, être attentif à ça, que ça peut vous provoquer et favoriser donc l'OPI. Alors, le diagnostic. Donc la réaction inflammatoire augmente la production de lèvres, d'accord. La réaction inflammatoire augmente la production de lèvres. La production de lèvres. De quoi? De lèvres. Oui. Donc ça c'est plutôt positif.
Comment ça, on dit? Ah non, parce que ça c'est de l'œdème. Hein. Comment? Là, c'est de l'œdème. Hein. Si ton système de drainage fonctionne normalement. Si ton système fonctionne normalement, mais si tu es en train de faire un effort important, ton système ne fonctionnera pas normalement, même s'il n'est pas anormalement, enfin génétiquement anormal, il fonctionnera moins bien. Oui, parce que sinon on allait faire prise par un autre circuit et qui est rejeté de mémoire sous la viande. Mais c'est pour ça que les efforts en surface, les nageurs en surface, eh bien, comme ils palment très fort et que la respiration n'est pas coordonnée au mouvement de palme, il y a une mauvaise coordination et donc l'air de lymphe n'est pas bien imprégné. On va supprimer le palme. Alors, tu parlais du nitrox, alors si on a une surcharge au niveau de la tension, le nitrox c'est peut-être pas vraiment idéal. pas forcément, je pense qu'il faut plusieurs éléments. Moi, c'est pas, je veux dire, je ferais plutôt attention si par exemple je suis obligé de prendre un bêta-polluant parce que j'ai l'hypertension, mais parce que j'ai autre chose, parce que je suis souvent stressé en plongée, parce que enfin, il y a plein d'éléments qui vont faire, si tu es borderline un peu partout, fais gaffe au nitrox. Mais par contre, je pense que le nitrox reste quand même recommandé pour plonger. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus plonger au nitrox, ça c'est clair. Hein. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit parce que... Il y a beaucoup de messages qui vont dans le sens où on dénature les qualités que le nitrox peut apporter. Ça c'est une des raisons. Ça c'est une des raisons qui doit tempérer le nitrox. Maintenant, tout est un cas particulier et individuel, hein, mais voilà, je pense qu'effectivement, celui qui aura fort aménoval perméable léger, c'est ça qui plonge au nitrox, hein, ça c'est clair, hein, mais bon, analyse de risque, voilà, exactement. D'où on rejoint Roland, et donc son cours n'était pas si mauvais que ça. Tu parlais de la similarité entre le pays et le Malévue des montagnes, Oui. Sachant qu'il y a des traitements qui sont utilisés par les ça je vais en venir, mais je vais arriver au traitement et je vais en parler. Parce que je parlais de penser dialogue, etc. Mais... Non, c'est plutôt Viagra, mais bon, je vais en parler. Alors, le diagnostic de nos pays, c'est un peu compliqué parce que ces symptômes-là, vous allez me dire, ah ben, c'est les mêmes que la suppression pulmonaire. Ça, c'est vrai. Donc, voilà, la difficulté respiratoire, la toux, les crachats sanglants. Ceci dit, dans la suppression pulmonaire, il y a quelque chose en plus. Quoi? Douleur. Voilà, la douleur, très importante. Il y a quand même une douleur importante parce que se déchirer les alvéoles brutalement, ça fait quand même mal. Tandis ici, ça fait pas mal. Ça fait tout sauf mal. Donc, dyspnée, difficulté respiratoire, tout, crachat sanglant, angoisse, pâleur, scalose, tachycardie, blablabla, puis mortel. Quoi. Donc, ça veut dire que ça peut devenir vraiment inquiétant. Alors, voilà, le diagnostic différentiel, c'est un peu compliqué, on ne va pas y passer des heures, je vais simplement vous donner quelques pistes. Le début de la symptomatologie, eh bien, dans le pays, ça commence au fond et ça s'aggrave à la remontée. Ça, c'est vraiment caractéristique. Dans la suppression pulmonaire, c'est immédiat, c'est lors de la remontée, il y a la douleur. On pourrait rajouter la douleur, ça c'est parfait. Alors ici, l'ADD pulmonaire, bien là, on va avoir bien sûr les signes à distance, les signes cutanés, les signes d'embolie diverses. En plus de ça, le début, ça peut être pendant la plongée, mais c'est quand même souvent au moins en surface, ou alors quelques minutes après la surface, ou alors dès qu'on rentre sur le bateau, pendant le retour, ou alors à l'hôtel, ou quand on est chez soi. Mais voilà, il y a quand même un petit décalage. Au niveau du profil de la plongée, bien sûr, il faut interroger, il faut voir est-ce qu'il y a eu l'effort, est-ce que c'est là, il y avait de l'eau froide, il y avait du stress. Bon, pour orienter vers la suppression pulmonaire, vous savez, toutes les causes de blocage de la respiration. Et pour l'ADD, vous avez forcément une plongée d'écho en principe. Enfin, on pourrait faire un ADD en plongée non d'écho, mais enfin c'est quand même plus rare. Alors, caractéristique du plongeur, c'est typiquement évidemment un plongeur expérimenté pour l'ADD pulmonaire, parce que vous n'allez pas avoir un débutant qui a fait la déco, enfin j'espère. Et puis, par contre, la suppression pulmonaire, c'est souvent chez les débutants, ou alors le plongeur chevronné, mais qui plonge parce qu'il a une crise d'asthme, ou bien parce qu'il fume beaucoup et qu'il n'a pas les très bons poumons, enfin voilà.
Et donc, ça c'est variable pour nos pays. La caractéristique du plongeur, c'est le débutant, c'est le plongeur chevronné, peu importe. Et donc, rechercher, bien entendu, des traitements, surtout traitements bêta-bloquants et surtout des antécédents, parce que nos pays, c'est quelque chose qui a tendance à revenir, et donc ça c'est aussi très caractéristique. Et donc voilà, ça c'est des pistes pour faire le diagnostic différentiel. Le diagnostic de certitude, il pourra être fait par la radiothorax, mais ça, il faudra la faire rapidement, dans l'heure, ou en tout cas maximum 2 heures, tandis que on peut aussi faire une échographie du poumon, mais là, il y a très peu de cardiologues ou de pneumologues qui savent faire ça, donc c'est plus compliqué. Par contre, le scanner thoracique, il y en a dans tous les services d'urgence, et c'est un examen de choix. Il donne des images très typiques, et en plus de ça, ces images restent assez longtemps, donc si vous réagissez après 3, 4, 5 heures, vous pouvez encore avoir un diagnostic, ça vaut la peine. Alors, la gravité, on en avait déjà touché un mot. Ça, donc, par rapport à l'incidence, on pense qu'il n'y a pas souvent des OPI. Pourquoi? Parce que c'est souvent négligé, enfin, en tout cas, ignoré, soit que c'est dénié par, les symptômes sont déniés par le plongeur, soit qu'on confond avec un essoufflement, un petit essoufflement léger. On a eu un petit peu de sang dans la salive, mais bon, c'est déjà dans l'eau et on sort, il n'y en a plus. Donc, vraiment, les lésions alvéolaires sont très minimes, et donc tout est très très minime, et donc on passe à côté. Par contre, dans la forme aiguë, là, ça c'est très grave, parce que ça peut évoluer très très vite vers une noyade, ou alors vers l'ADD, parce qu'on panique, on monte, on glisse ses paliers, ou bien une suppression pulmonaire, parce qu'on tousse en remontant, on respire difficilement, on bloque sa respiration, voilà. Et évidemment, du coup, on peut avoir un risque de décès en immersion, en surface, et ça peut donc être un accident très grave. Donc c'est vraiment important de l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Tu parlais de récidive. Après un OPI, on peut recommander ou pas du tout? J'y viens. Alors, donc, prise en charge de l'OPI, ça c'est très facile par contre, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Vous sortez de l'eau, logiquement, rien que le fait de sortir de l'eau déjà presque en ambiance normalisée. Vous dégagez la combinaison, donc je parle bien de combinaison néoprène évidemment, pour avoir des effets élastiques. Donc, mais il ne faut pas simplement ouvrir la tirette, donc il faut vraiment enlever, dégager les épaules et dégager jusqu'au bassin, parce qu'il faut qu'il y ait cette élasticité thoracique qui soit restaurée et qu'il y ait la pression abdominale qui soit supprimée. Ok? Bon, quand on a un petit bibic, rien que la combinaison empêche le ventre de sortir, et si naturellement le ventre a besoin de sortir, il faut qu'il sorte, parce que comme ça permet de redistribuer la circulation normalement. Alors, comment dirais-je, on donne de l'oxygène par non-breathing mask ou masque à la demande, et puis la position, c'est pas très compliqué, on met en position semi-assise. On commence pas à chipoter avec des positions latérales de sécurité, même si on est inconscient, parce que c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est d'avoir l'effet de gravité sur le thorax, et que ce sang qui s'est accumulé dans le thorax et dans les alvéoles soit drainé et disparaisse. Évidemment, si on est en RCP, là on se met évidemment sur le dos pour pouvoir réanimer. Mais sinon, privilégier toujours une position semi-assise. Alors, il ne faut pas nécessairement recomprimer, c'est-à-dire que le traitement après à l'hôpital ne va pas nécessiter un caisson, mais comme vous avez vu qu'il y a souvent un risque d'association avec l'ADD ou surpression pulmonaire, il faut de toute façon évacuer vers un centre de médecine hyperbare. Et juste, je vois un médecin, je vois quelques paramédicaux, juste pour signaler par rapport au traitement, quand on a un OAP, donc un échec pulmonaire aigu, le traitement de choix, c'est les diurétiques, parce qu'on vide l'excès de sang, on diminue la quantité de sang circulant. Mais chez le plongeur, le diurétique ne va pas pouvoir être utilisé, on va être très prudent, parce qu'on ne va pas qu'on
fasse guérir le pulmonaire d'immersion, et puis à cause des diurétiques, on fait coincer une bulle dans le cerveau parce qu'on a déshydraté le planteur. Donc il faut être prudent. Et alors justement, par rapport au traitement, étant donné la similitude de la maladie, enfin de l'accident par rapport au mal de montagne, il y a dans les mal de montagne un traitement qui est démontré maintenant et qui est utilisé, mais qui n'est pas encore démontré au niveau de nos pays, c'est le Viagra. Parce que le Viagra, outre les effets qu'on connaît bien, il y a d'autres effets qui sont de diminuer la pression artérielle pulmonaire. Donc ça vasodilate les vaisseaux pulmonaires et donc ça diminue le risque de faire ces œdèmes. Donc ça c'est donc une mais ça n'est pas encore validé par des études. Thierry, le fait de donner de l'oxygène, tu l'entends par l'expression oxydative, justement. Non, parce que l'oxygène dans le bas ne va pas augmenter la pression partielle circulaire. Normalement, c'est simplement, ça va simplement ton état de choc, traiter ton état de choc, mais pas, ça va pas, c'est comme, c'est la même question pour comment dirais-je, pour la pression pulmonaire, ou pour même la personne qui fait une syncope hyperoxique. Donc tu as, parce qu'il est allé trop bas, tu vas lui donner de l'oxygène, même s'il a fait une syncope hyperoxique, ça n'a rien à voir. Alors donc, justement, à propos de la reprise de la plongée, comme j'ai bien insisté et que je vous ai bien dit que c'était un événement lésionnel, nos pays, il y a des lésions au niveau de la barrière alvéolo-capillaire et donc vous devez absolument respecter plusieurs semaines de cicatrisation lorsque vous faites un OPI. Surtout si c'est un OPI bien symptomatique avec des crachats de sang, etc. Si c'est quelque chose de fugace, on pense que c'est un OPI parce que beaucoup de facteurs sont rassemblés ou parce qu'on a quand même vu sur le scanner, etc. Le mieux, c'est évidemment faire le scanner et de voir l'importance des dégâts. Si les dégâts sont élevés, on va attendre 3 mois. Si les dégâts ne sont pas trop élevés, on attendra minimum 1 mois. D'accord ? Alors, le bilan de toute façon cardiaque doit être réalisé avant la reprise, parce qu'il faut donc faire une épreuve d'effort, une spirométrie à l'effort, revoir un peu l'échographie du cœur, la fonction cardiaque, revoir le traitement en cours, etc. Alors, il faut garder à l'esprit qu'il y a un important risque de récidive et que, surtout si les facteurs de risque dont je vous ai parlé ne sont pas corrigés. En conclusion, donc, c'est quelque chose de difficile, que ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, mais si vous retenez ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire que nos pays concernent donc les plongeurs scaphandres, mais aussi les apnéistes et aussi les nageurs en surface, que les mécanismes sont complexes, ils sont multifactoriels, ils concernent l'appareil circulatoire, donc des facteurs hémodynamiques, mais aussi respiratoires, des facteurs mécaniques, mais aussi liés à l'utilisation du matériel, et que souvent c'est un accident qui est méconnu ou négligé, mais qui peut en soi devenir très grave, voire mortel. Les gestes sont très simples, il suffit de sortir de l'eau, enlever la combi, mettre en position assise et alors évacuer en milieu hyperbare. Et puis après l'OPI, il faut tenir il faut qu'on garde à l'esprit que ça peut récidiver et qu'il faut attendre quelques semaines avant de se réémerger. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que c'était un rappel assez important parce que ça ne se trouve pas dans la partie phrase, c'est comme ça que vous avez un petit support pédagogique. S'il y a encore des questions. La plongée profonde, ah oui. À la saturation. Oui, parce que c'est la pression partielle en oxygène. C'est la libre,